Le moment, il n'y a pas tellement longtemps. L'endroit, un aéroport à grand trafic. La situation, un avion à réaction commerciale qui décolle, un petit avion qui attend derrière lui, son pilote, impatient de partir. Tels étaient les éléments d'un problème qui devait devenir un souci grandissant pour toute la communauté de l'aviation. This is November 3044 Zulu, ready for takeoff. November 3044 Zulu, El Paso Tower, cleared for takeoff. Caution, wake turbulence from departing jet. Attention, turbulence de sillage. À cette époque, les pilotes pouvaient tenir compte ou non de cet avertissement. Cela dépendait d'eux. Pour ceux qui décidaient de l'ignorer, les résultats étaient parfois fort malheureux. Pendant des années, la turbulence de sillage a inquiété les pilotes. C'est un problème qui peut surgir toutes les fois que vous manœuvrez à proximité d'autres avions, particulièrement les gros appareils. Il peut se présenter au décollage ou à l'atterrissage. Il peut se présenter en vol en palier. Il peut se produire à chaque fois qu'un avion se heurte à la turbulence présente dans le sillage d'un autre avion. Avec l'accroissement constant de la grosseur et du poids des avions, le problème de la turbulence de sillage est devenu plus sérieux que jamais. Cela a amené la FAA, Agence fédérale américaine de l'aviation, à établir des espacements minimaux pour les avions suivant les gros avions à réaction. Comment détermine-t-on ces espacements? Nous savons depuis des années que tous les avions produisent de la turbulence de sillage. C'est un phénomène qui implique plusieurs facteurs. Parmi eux, le souffle de l'hélice et le souffle du réacteur, tous les deux engendrés par les moteurs d'avion et rapidement diffusés en vol. Le facteur le plus important de la turbulence de sillage est l'écoulement des courants d'air autour de chaque aile. Ces courants sont normalement invisibles, mais nous savons qu'ils prennent une forme inhabituelle à chaque extrémité d'aile. Cette expérience dans une soufflerie de fumée montre la transformation des courants en un violent tourbillon derrière chaque aile. Tout avion a 2 tourbillons d'extrémité d'aile, comme ceci, s'étendant derrière lui. Ils peuvent s'allonger avec une puissance significative sur une distance de 5000 et subsister en s'affaiblissant graduellement longtemps après que l'avion soit passé. La turbulence de sillage à haute altitude ne présente pas de difficultés pour la plupart des pilotes de l'aviation générale, mais elle peut causer de réels ennuis aux avions légers qui s'y heurtent à basse altitude, où il y a peu de marge pour sortir d'une situation difficile. Pendant plusieurs années, la FAA a mené un programme de recherche pour en savoir davantage sur les tourbillons d'extrémité d'aile. On savait depuis longtemps que la turbulence engendrée par l'avion allait de pair avec son poids. Aussi, la mise en service de la première génération d'avions de transport à réaction attira-t-elle une attention particulière sur le problème. Dès 1963, on fit des expériences pour définir les caractéristiques des tourbillons d'extrémité d'aile. Des grenades fumigènes installées le long des pistes à différents types d'aéroports permirent d'étudier et de mesurer les tourbillons. Ces premières épreuves indiquent la formation, dans certains tourbillons, d'un écoulement axial, une sorte de tornade horizontale. On apprit aussi que les hélicoptères en vol avant engendrent 2 tourbillons très semblables à ceux des avions à voilure fixe. Au cours des années, le programme de recherche s'est poursuivi avec l'importante collaboration de la NASA, Administration américaine de l'aéronautique et de l'espace. Le centre de vol spatial Marshall, en Alabama, utilise des rayons laser pour essayer de mesurer la vitesse de rotation des tourbillons et d'analyser les forces exercées. Une grande partie des travaux de recherche de la FAA a été menée par le Centre expérimental aéronautique national près d'Atlantic City.
Des épreuves de vol devant des tours fumigènes montrent que le tourbillon de l'aile gauche, vu de l'arrière, tourne vers la droite. Le tourbillon de l'aile droite prend quelques secondes pour atteindre la tour fumigène, mais à ce moment, son mouvement de rotation vers la gauche est évident. Il est donc certain que les deux tourbillons tournent vers l'intérieur, en direction de la trajectoire de vol de l'avion. Ce type d'expérience a fourni des données comparatives précieuses sur la taille et l'énergie des tourbillons, ainsi que sur leur gradient horizontal. Au début de 1970, la station d'essai de réacteurs nucléaires dans l'Idaho, qui relève de la Commission de l'énergie atomique, fut choisie comme emplacement pour l'une des 3 phases d'un programme d'études sur la turbulence de sillage. Une équipe de recherche de la FAA était sur place pour observer le passage devant la tour fumigène de gros avions à réaction de génération nouvelle et les comparer à d'autres avions. Ces épreuves visaient à déterminer si les nouveaux avions, gros et lourds, produisaient une turbulence de sillage nettement plus importante que celle des appareils plus anciens. C'est la compagnie Boeing, dans l'État de Washington, qui mène la 2e phase du programme d'études. Ces épreuves portèrent sur le 747, le premier gros avion à réaction commerciale entré en service. On injecta une huile fumigène spéciale dans les moteurs de façon à rendre les tourbillons visibles. Le 747, effectuant une série d'atterrissages-décollages, était suivi d'avions de transport plus petits, dirigés par des pilotes d'essai de la FAA et de la compagnie. Ces pilotes observèrent que le champ de turbulence de sillage du gros avion était plus important que celui d'autres gros appareils. Les épreuves furent menées dans des conditions atmosphériques variées. On abandonna, pour l'huile à moteur, les générateurs de fumée d'extrémité d'aile utilisés antérieurement pour rendre les tourbillons visibles. Mais ces générateurs permirent d'étudier avec soin les formes prises par la fumée lors des atterrissages-décollages. On remarqua que les tourbillons d'extrémité d'aile s'arrêtaient dès que le train avant de l'avion touchait le sol à l'atterrissage. Les tourbillons ne réapparaissaient qu'au moment où le train avant quittait le sol au décollage. Les tourbillons d'extrémité d'aile ne se produisent que lorsqu'il y a sustentation. C'est au centre de recherche de vol de la NASA, à la base aérienne Edwards, en Californie, que se déroula la 3e phase du programme d'études de vol 1970. Ici, lieu de naissance des vols supersoniques, se trouvaient quelques-uns des avions les plus avancés au monde. Avec eux, il y avait un petit appareil d'aviation générale transformé en laboratoire volant par l'adjonction d'instruments spéciaux de mesure et d'enregistrement des taux de roulis, des forces de commande et des changements d'accélération. Il y avait aussi là un avion à réaction typique d'aviation générale. Des pilotes d'essai chevronnés de la FAA et de la NASA devaient amener ces petits avions aussi près que possible du sillage d'un gros avion militaire, le C-5A. On se rendit vite compte que les petits avions devaient rester à l'écart de la zone de fort tourbillon créée par le gros avion. Un pilote d'essai plaça volontairement son avion au cœur d'un tourbillon à 3007 derrière le gros avion. Voici le résultat. Un tonneau complet de 360 degrés. Toutes ces recherches nous ont beaucoup appris sur la puissance des tourbillons d'extrémité d'aile. Nous avons appris qu'ils tournoient vers l'intérieur et créent entre eux un fort courant descendant. Si un avion plus léger touche un tourbillon derrière un gros avion à réaction, il peut se retourner ou même effectuer un tonneau complet. Si cet avion traverse le sillage, il peut être pris dans un fort courant ascendant, un courant descendant, puis un autre courant ascendant en moins d'une seconde. Lorsque l'avion générateur décolle ou atterrit, les tourbillons descendent vers le sol, puis s'écartent à environ 5 nœuds. Toutefois, un vent traversier de 5 nœuds peut maintenir un tourbillon sur la piste où il peut être dangereux pour les autres avions. L'autre tourbillon traversera à environ 10 nœuds une piste parallèle s'il y en a une. Ce tourbillon peut présenter un danger pour les avions qui y atterrissent s'ils se trouvent à moins de 2500 pieds. Nous avons appris que les gros avions à réaction de nouvelle génération
produisent des tourbillons d'extrémité d'aile violents, avec des vitesses de rotation à peu près les mêmes que celles créées par les avions de transport intercontinentaux déjà en service, mais avec une plus grande zone d'influence. Nous avons appris que si les tourbillons d'extrémité d'aile de tous les avions s'étendent vers l'arrière, ils restent proches latéralement. Ils descendent à environ 500 pieds à la minute et se stabilisent à 8 ou 900 pieds sous la trajectoire de vol. Dans un air clair et non turbulent, la turbulence peut durer quelque temps. Toutefois, l'instabilité atmosphérique accélère la rupture des tourbillons. La turbulence tend aussi à être moins violente lorsque les volets de l'avion générateur sont abaissés. Nous avons appris que la turbulence s'accroît à mesure que la vitesse de l'avion générateur décroît. Ce sont donc en général les avions lourds et lents qui posent les pires problèmes. Comme un nombre grandissant de ces avions entrait en service, il fallait agir pour rendre plus sûre leur zone terminale. Les solutions furent l'espacement contrôlé et l'instruction des pilotes. Les recherches ont indiqué qu'il faut maintenir un espacement minimal de 5000 lorsqu'on se trouve à moins de 1000 pieds en dessous et à l'arrière de tout avion d'un poids brut au décollage de 300 000 livres ou plus. L'espacement varie selon la taille de l'avion générateur par rapport à celle de l'avion qui le suit. On a converti ce rapport en intervalle de temps pour les atterrissages et les décollages. Les normes d'espacement entrées en vigueur à la mi-70 s'appliquent à toute la circulation IFR suivie au radar et au départ VFR. Les pilotes en arrivée VFR doivent maintenir leur propre espacement. C'est pourquoi l'instruction des pilotes est tellement importante. C'est la façon principale de réduire au minimum le risque de se heurter à la turbulence de sillage. Même lorsque le contrôle de la circulation aérienne vous écarte des gros avions, il est sage, lorsqu'on vole près d'eux, de suivre certaines consignes d'utilisation sûres. Vous savez que les tourbillons d'extrémité d'aile cessent dès que l'avion termine son atterrissage. Aussi, pouvez-vous vous attendre à de la turbulence de sillage dans cette zone, en arrière et en dessous de sa trajectoire de vol. Il est donc certain que si vous arrivez derrière un gros avion en réaction, vous devez rester au-dessus de sa trajectoire de vol et atterrir au-delà de son point de prise de contact, même si l'espace de temps prescrit a été appliqué. Il en va de même pour le décollage. Vous devez décoller au-delà du point avec lequel l'avion en réaction à l'atterrissage a pris contact. Parallèlement, un avion au départ ne commence à produire des tourbillons d'extrémité d'aile qu'après avoir quitté le sol. C'est la zone supérieure à sa trajectoire de vol qui est sans turbulence. En dépit du fait que vous ne serez pas autorisé à décoller avant le délai prescrit, vous devez vous arranger pour quitter le sol avant d'atteindre le point de décollage de l'avion en réaction. Vous devez ensuite monter rapidement et vous détourner de sa trajectoire de vol contre le vent dès que possible. Si vous projetez de décoller en traversant une piste qui vient d'être utilisée par un gros avion, ne vous attendez pas à recevoir l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne tant que l'intervalle prescrit n'a pas été établi. Une fois en vol, si vous vous trouvez derrière un gros avion en réaction à la même altitude, maintenez-vous à au moins 5000 de lui. Mieux encore, placez-vous légèrement au-dessus de lui ou à plus de 1000 pieds au-dessous de lui. Essayez d'éviter les couloirs d'atterrissage et de décollage utilisés par les gros avions en réaction autour des aéroports à grand trafic. Peut-être pourriez-vous envisager l'utilisation de terrains satellites libres de gros avions. Faites particulièrement attention quand vous utilisez un aéroport avec des pistes jumelées séparées de moins de 2500 pieds. Un tourbillon d'un avion atterrissant sur une piste avec vent debout peut être poussé sur votre trajectoire. Et voici ce qui peut arriver. La turbulence provenant des tourbillons d'extrémité d'aile représente encore aujourd'hui un sérieux problème. Aussi la FAA, la NASA et l'industrie aéronautique poursuivent-elles leurs recherches. Celles-ci ont déjà prouvé la nécessité des espacements minimaux actuels derrière les gros avions en réaction. En outre, dès que l'on obtient des données nouvelles, on les analyse avec soin pour décider s'il faut prendre d'autres mesures de contrôle ou faire des recommandations supplémentaires à la communauté de l'aviation. Entre-temps, tous les pilotes doivent se tenir aussi loin que possible des gros avions et continuer de tenir compte de l'avertissement « Attention, turbulence de sillage ».